Alors aujourd'hui, les filles, sujet de l'enquête, qui n'est pas un sujet de philo, quoique, c'est la vérité. Alors, quelles sont vos premières informations? La première phrase, hein, c'est la vérité n'existe pas. Alors moi, c'est un absolu, mais complètement instable. Donc c'est comme si ça avait regroupé quelque chose qui est pur d'un point de vue information, et qu'en même temps c'était comme une boule à facettes tout autour. Donc instable, toi, et qui renvoyait des informations en faisceau comme ça. Alors, vos deux perceptions m'intéressent évidemment. On va commencer par Julie. Mélanie, tu peux déjà peut-être regarder pourquoi c'est instable. Et qu'est-ce qu'on entend par instable? Enfin, qu'est-ce que tu entends par instable? Et Julie, donc tu me dis que la vérité n'existe pas. Je suis sur un plan où la vérité est vraiment un mot qu'on a chargé pour attirer l'attention des gens et créer une sorte de division où chacun porte ce mot comme ça. Je vois, c'est un petit dessin, c'est le mot vérité écrit en enseigne comme ça. Tu as un groupe de personnes qui ont le regard obnubilé sur ce mot vérité, vérité. Et que, alors que la vérité pourrait être quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus fine, il y a une sorte d'aller-retour primaire entre ces personnes qui sont agglutinées et ce mot-là. Et en même temps, tu vois, ça génère beaucoup d'enthousiasme, en fait, beaucoup d'énergie qui partent sur ce point de focalisation. Ok. Tu parles de quelque chose, d'un comportement presque primaire, c'est ça? Alors, le comportement est primaire, l'utilisation du mot vérité, en fait, et c'est en tout cas là dans cette image, c'est l'utilisation qui en a été faite pour diriger en fait l'attention des groupes de personnes. Qu'est-ce qui fait que ces personnes se comportent de cette manière? Je regarde, hein, c'est toute la structure énergétique a été manœuvrée de façon à ce que leur fonctionnement devienne comme ça et qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs une autre perception d'une chose. Ok. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que déjà le mot vérité a une vibration particulière? En fait, il peut avoir plusieurs vibrations, ce mot, selon à quel niveau de conscience tu le mets. Si tu le mets très bas, il va être un champ restreint. Mais si tu mets plus haut avec une perception plus globale, tu peux, là je rejoins la boule à multifacettes, te rends compte que ce mot déjà est vivant, prend du volume et existe sur plusieurs dimensions et peut à lui seul générer une information complexe d'un point de vue. Alors j'aimerais pour arriver à ce point de vérité, tu vois, je prends l'exemple d'un événement et on me montre plein de personnages autour qui ont vécu le même événement. Et en fait, chacun va avoir sa propre vérité sur l'événement qui peut être étonnamment très différent, alors que matériellement, il s'est passé qu'une chose. Et en fait, quand tu montes ce mot à un niveau de fréquence assez élevé, ça permet de percevoir tous les champs qui entrent en jeu. Et en fait, ça ne devient pas un point de focalisation, mais un ensemble d'informations. Est-ce que... c'est super. Mélanie, tu rigoles, vas-y. Non, parce que moi, c'est la même information que j'ai. Je rigole parce que tout est dit. Donc moi, c'était information d'absolu qui était
cloisonnée donc dans cette boule à facettes ou une boule avec plein de trous, et avec des personnes autour qui étaient captées visuellement par un seul faisceau et qui prenaient ce seul faisceau comme une vérité, mais on va dire que c'est un faisceau lumineux qui les tient, qui les structure, mais du coup qui les empêche de recevoir l'information dans son absolu. Donc, c'est la même chose que ce que décrit Julie. C'est-à-dire que quand on met vérité, ça va enfermer, et que quand tu montes en plan de fréquence, tu es dans cet absolu d'information. Et donc déjà, tu baignes dedans au lieu d'avoir un focal dessus. Donc, vous voulez dire que quand on parle de vérité sur la Terre, par exemple, dans nos sociétés, c'est très... c'est un champ d'information qui est contenu, contrôlé. En fait, certaines oui. Oui, et ça me montre, du coup, toi, j'ai évolué avec un plan de conscience où il n'y avait plus ce cloisonnement et donc un champ global, un champ absolu. Et donc là, par contre, la difficulté, c'était que les personnes, même s'ils étaient baignés dans cet absolu, là où ça allait être remis en faisceau, c'est dans la capacité de capter cet absolu et surtout de le reformuler. Donc, donc les mots étant limitants par rapport à l'information de l'absolu. D'accord. Et donc du coup, c'est ce qui fausse, c'est l'utilisation des mots qui fausse la vérité absolue. En fait, l'utilisation des mots, des images ou des sons qui de toute façon sont limités. Et du coup, dans l'échange, dans la circulation de la vérité, c'est-à-dire que si tout le monde était connecté à cet absolu, finalement, il n'y aurait pas besoin d'échange pour transmettre cette vérité. Alors que là, sur les humains, il y a besoin de transmission. Et cette transmission, même s'il y a un humain qui est connecté sur quelque chose de moins focal, dans la mesure où il est obligé d'y mettre des mots ou des images ou quelque chose pour que les sens de l'autre personne les reçoivent, ça recrée un faisceau. A-t-on vraiment besoin de transmission? Moi, j'ai oui et non. Oui. Alors pourquoi oui, pourquoi non? S'il y a suffisamment de personnes qui ont cette connexion sur un champ de conscience, un champ d'information global, il n'y a pas besoin de transmission. Par contre, s'il y a au niveau des relations sociales des personnes qui sont connectées en focal, en fait, cet échange d'informations permet malgré tout, dans l'additionnement de tous les focales des personnes, de toute la restitution de personnes, de créer une vérité un peu plus large et moins cloisonnée. Mais on n'est pas encore dans la vérité absolue. Non. Depuis tout à l'heure, j'ai la notion de filtre qui apparaît, c'est filtre personnel. Alors justement, les filles, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Mélanie, par exemple, tu vas prendre un humain, quelqu'un ou quelqu'un en 3D. Et Julie, tu vas prendre un être qui capte cette vérité absolue. Et j'aimerais que vous regardiez comment fonctionne leur système et leur captation d'informations. Moi, quand je me mets au niveau de cet être évolué, je ressens comment il capte. En fait, il n'a même plus la notion de vérité. Il a juste une notion de champ d'information sans classifier les informations. C'est-à-dire que, il montre l'exemple quand il regarde un événement, du fait d'être à un certain niveau, il va regarder l'événement à travers les différents plans et ces différents plans qu'il peut percevoir un événement. Et ce qui fait qu'il peut aussi capter en même temps ce que les gens
En tout cas, là, il regarde des humains que les gens ont vécu en fonction de leur propre filtre. Et il le ressent et fait remonter l'information. Et il regarde sur le niveau subtil, sur le niveau matériel de ce qui se passe. Donc, il a une vision la plus globale possible d'une situation. Et donc, en fait, il ne peut pas dire c'est la vérité ou c'est pas la vérité. C'est que c'est la situation. Il n'y a pas de jugement en fait sur la valeur de ce qui est. En fait, il n'y a pas de polarisation. Oui. Ok. Très bien. Merci, Julie. Mélanie. Alors moi, je suis avec un homme. Et donc, je vois dans son schéma de fonctionnement, il est dans un recueil d'informations, alors visuelles, auditif. Et en fait, après, tous ses sens aussi. Donc, ça part de lui et il est dans un recueil d'informations dans sa vie et toutes ces informations qu'il va recueillir vont construire sa vérité. Sauf que ça va être cloisonné à tout ce que ses sens ont pu récupérer comme information dans un espace assez étroit. Donc après, je pense d'autres situations, ça peut être plus ou moins large. Et en fait, ce que ça me montre, c'est que sur des personnes un peu plus avancées, je ne sais pas si c'est juste, mais avec un mode... ouais, oui, on va dire ça comme ça. Sur d'autres personnes, sur un champ de conscience différent, qui ont ce fonctionnement-là, mais en fait, cette information, ils ont la possibilité, comme pour aller la confronter à un champ d'information et pour pouvoir soit l'enrichir, soit rectifier ou vraiment la confronter pour voir si cette vérité est juste ou si elle a besoin d'être explorée d'une autre façon. Donc en fait, le premier homme que je savais n'avait pas cette capacité-là, et d'autres ont cette capacité-là d'aller confronter ce qu'ils perçoivent. Est-ce que tu pourras aller voir justement quelqu'un qui a cette capacité? À laquelle de confronter? Oui. Et pendant que tu regardes ça, Julie, donc tu es avec cet être évolué. Qu'est-ce qui fait dans sa structure, je ne sais pas comment dire ça, dans ce qu'il est, qu'il est finalement dépolarisé? C'est-à-dire que pour lui, le côté manichéen des choses n'a plus de sens. Entre-temps, je lui avais posé une question sur sa vision des choses et sur une question beaucoup plus large, tu vois, sur une vérité du fonctionnement de la Terre au niveau de l'univers, par exemple. C'était ça l'intention. Et en fait, il m'a remontré exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne posait pas de faits, parce que selon où il se plaçait, il me montre qu'il avance ou il recule. C'est dans l'acceptation, en fait, que chaque plan va avoir une vision différente. Et c'est la richesse de toutes ces visions qui fait qu'il arrive à poser il va me parler de réalité et plus de vérité. Et c'est pour ça que le mot vérité ne sonne pas juste pour lui. Et il me dit on préfère parler de réalité, ce qui se rapproche le plus de ce qu'il se passe, même si dans la réalité, il y a toujours des filtres. Je lui demande pour sa propre structure. Parce que finalement, est-ce que cet être-là est dénué, ou en tout cas ça n'a plus de sens pour lui, d'aimer ça plutôt que ça? Voilà. Ça, y a pas son expérience n'est pas du tout liée à ça, en effet. Elle est liée à quoi? C'est comme si la notion de corps émotionnel, en tout cas comme on le connaît sur Terre, n'existait pas. Et donc il n'y a déjà pas d'émotion qui est amenée sur ce qu'il perçoit. Et quand on ne dit pas d'émotion, ça entame aussi le fait d'avoir raison.
Et il me dit, ce positionnement, en fait, ça permet que les êtres qui sont dans le même fonctionnement que lui perçoivent aussi les choses de la même façon, puisqu'ils sont libérés de filtres liés soit à leur ego, soit à leur émotion. Ok, très bien. Et à partir du moment où tu ne cherches pas à avoir raison, tu peux laisser la réalité t'imprégner, parce que ton conditionnement intérieur n'agit plus comme filtre sur les informations qui te sont envoyées de l'extérieur. Alors donc moi, donc entre les deux profils, le premier en fait je le voyais figé, je voyais même dans un bureau, toi, c'est-à-dire dans émission réception, mais il n'y a pas d'interaction. Et sur le deuxième, il y a la notion de mouvement, c'est-à-dire que il va, bon déjà il y a cette connexion où ça lui permet d'envoyer, de ramener des informations et de confronter ces informations, et en même temps dans le réel, il est en mouvement et en déplacement pour être en interaction avec d'autres vérités ou d'autres personnes, ou changer d'angle de vue. Donc il va être beaucoup plus riche dans son recueil d'informations pour créer sa vérité. Qu'est-ce qui fait au départ qu'il ouvre son champ de compréhension à d'autres points de vue? Ça me parle d'une notion d'ego. C'est-à-dire que le premier se positionne au centre de tout, de son environnement, et pas en son centre, hein, mais au centre de tout, et que lui, il va déjà lâcher son positionnement, enfin le deuxième cas, de rester au centre de tout, mais de pouvoir se déplacer et du coup de changer de point de vue et d'aller en interaction aussi avec d'autres points de vue. Est-ce que ça rejoint ce que disait Julie, justement, que l'être avec qui elle est, qu'elle observe, n'a pas cette notion, ni cette envie, ni cet élan, ni ce programme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'avoir raison? Oui, mais c'est les premières étapes en fait, de passer de l'étape où je suis le centre et la référence, à l'étape où je capte des infos, mais il y a une référence plus grande que moi à laquelle je me connecte et qui me permet un peu de confronter mes infos, et aussi sur le terrain de se déplacer et d'aller échanger et récolter des informations au sens beaucoup plus large. Et notamment auprès de personnes qui n'ont pas du tout le champ de vision. Ok. Julie, est-ce que tu as des infos par rapport à ce que dit Mélanie? Oui, là, il y a la notion d'intention, en fait. Ça me montre dans le cadre de recherche scientifique, quand les personnes mettent une intention dans leur recherche, et dans une recherche d'une certaine vérité, en fait, il y a des mécanismes intérieurs qui se mettent en place dans certains cas, où en fait la recherche va être orientée en fonction de la validation de ce que le chercheur pense être une vérité. Et donc là, on me montre que dans un mécanisme de recherche, notamment en sciences, se placer dans une conscience supérieure d'accueil, même s'il y a un point ou un sujet de recherche qui on va dire, va canaliser l'information dont la personne a besoin dans sa recherche, permet d'ouvrir un champ beaucoup plus grand de réception d'informations. Et là, on sort encore de ce mot de vérité qui brime en fait la recherche. On a l'impression que sur notre planète, dans notre civilisation, nous sommes toujours en quête de vérité, comme si il s'agissait d'un socle sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir ensuite évoluer. Et que finalement... Ça me montre le schéma
le premier schéma de fonctionnement, où je te dis, il est le centre du tout, mais il n'est pas dans son centre. C'est-à-dire que du coup, comme il est le centre du tout, il va en permanence chercher, vérifier des informations à l'extérieur parce que c'est ce qui fait garder son équilibre intérieur. Mhm. Et finalement, que quand ses perceptions changent, ça le déséquilibre. Qu'est-ce- Moi, ce qui ressort dans ce que tu as dit, c'est cette notion de chemin et de vérité, que oui, ça fait partie de la réalité de chemin de certaines personnes, de passer d'une vérité à une autre. Mais à partir du moment où ils sont en chemin, donc de ce que décrit Mélanie, d'une recherche et finalement d'un début de conscience qu'une vérité n'est pas figée, c'est les premiers pas pour atteindre et s'alléger en fait de cette notion de vérité et d'avoir l'humilité de se dire qu'on a adhéré à des vérités qui finalement ne sont pas justes pour soi, et de se débarrasser en fait chaque fois qu'on a le centrage de l'ego et de se dire peut-être je me suis trompé sur cette marche-là de vérité. C'est ce qui permet à chaque fois de s'alléger et d'atteindre un niveau de perception supérieur sur un événement ou sur une vue globale de la vie. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont peur de remettre en cause leur vérité ou ce qu'ils considèrent comme... Donc, qu'est-ce qui fait que une personne ne peut pas lâcher une vérité? Sa vérité, c'est ce qui me montre sur les premiers schémas, c'est que comme c'est son équilibre intérieur, il a été structuré autour de ses vérités, c'est que s'il pense que s'il lâche ses vérités, il va s'effondrer. Mhm. Ok, donc c'est une croyance d'effondrement personnel. C'est une croyance et un ressenti inconscient en fait. Mhm. Donc c'est pas forcément que dans le mental que c'est situé, c'est D'accord. dans sa structure énergétique. D'accord, comme un programme, un bridage. Ouais, comme si toutes les informations qu'il avait recueillies pour être ses propres vérités avaient été orientées que sur cette vérité initiale qui avait été enrichie, et que si jamais il changeait de point de vue, ou qu'on lui disait que la source d'alimentation de sa vérité, donc qui fait sa structure, était mauvaise, hein, pour faire simple, ça allait, il allait en périr. Non, c'est marrant parce qu'on me mettait en miroir les vérités sur lesquelles, par exemple, moi, je m'appuie. Parce que comme si, finalement, ça revient un peu à ton questionnement tout à l'heure, on était obligé, en tout cas sur cette incarnation, d'avoir des points d'appui de vérité pour pouvoir se stabiliser. Mais que sur le chemin, au fur et à mesure, il fallait accepter que ces points d'appui n'étaient que temporaires, que ce n'était qu'une marche pour passer à autre chose. Ok. On me disait, par exemple, si on te supprime tel mot que j'utilise, qu'on utilise par exemple dans notre travail, qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qui resterait par exemple de moi? Et la seule réponse que j'ai, en fait, où ça m'a renvoyé, c'est à l'énergie de vie qui circule à l'intérieur de moi. Et c'est la chose, en fait, qui est rassurante. Alors, je parle vraiment de mon ressenti. C'est la chose qui est rassurante et finalement reconnecte au moment présent et à l'environnement naturel. Et que si on me retirait finalement tous ces mots, toutes ces structures spirituelles sur lesquelles, à partir desquelles je travaille, la seule chose qui me resterait en fait, c'est cette énergie, et cette énergie qui part du cœur. Et ça serait l'essentiel en fait. Ok. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la situation globale de la Terre, mais justement sous l'angle de la vérité. Donc l'humanité est divisée sous différentes vérités.
Pour le moment, moi je revois un peu le même type d'image que j'avais au début, mais sur un globe terrestre, Mhm. où il y a des petits mots vérités qui sont encore posés partout Mhm. et qui attirent l'attention. Qu'est-ce que ça génère justement par rapport à la situation mondiale? Moi, j'avais l'image aussi sur plein de pôles sur la map monde, Mhm. comme des centres d'énergie, donc de vérité, et qui orientent tous les regards des populations autour, en fait, comme si ça avait aidé un moment à créer une unité de groupe et donner une structure à des unités de groupe qui après étaient potentiellement manipulables. Mhm. Mais qui pouvaient être aussi positifs, hein, c'est pas forcément que manipulés négativement, mais en tout cas qui Mhm. permettaient un impact sur les énergies de groupe. Et donc ta question, c'était actuellement par rapport Mhm. à... Moi, ce qu'on me montre, c'est en continuité de ce que dit Mélanie, c'est que oui, ça a permis en fait de créer d'autres vérités qui englobent plus de monde au niveau Mhm. mondial. Avant, c'était chaque pays un petit peu qui se rassemblait autour d'une vérité. Là, c'est Mhm. comme si on était monté à un plan plus mondial et on me refait sentir qu'il faut faire attention, même si bon, on ne transmet que notre perception. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce mot vérité devienne un seul mot global au-dessus de tous les peuples. Mhm. Et que ce qui va faire la richesse sur la Terre, c'est d'avoir chacun des parties du monde qui a sa perception de la vérité, mais que ce soit en mouvement et que ce soit autorisé que ce mot change de valeur et change de construction, de ce qu'il contient. Mhm. Et que l'idéal, c'est pas d'avoir un mot et une vérité qui n'est pas trouvable par... qui ne peut pas être unique en fait par rapport à la richesse du peuple sur Terre. Et que ça serait vraiment contre-productif en fait. Moi, Ok. ça me Mhm. montre que ça a permis de mettre en réseau déjà un réseau beaucoup plus large et mondial des personnes sur une vérité. Mais Mhm. comme on dit, ça reste quand même une vérité, mais que ça a permis, donc enfin, je vois un schéma comme s'il y avait plein de petits bonhommes avec des connexions comme ça. Ça a permis d'avoir, un peu comme l'histoire du centième singe, tu vois, un effet de groupe qui a permis une élévation de conscience, mais ça reste quand même une vérité avec un seuil, en fait. Toi, comme si tu passais du premier au deuxième étage et que tu arrêtais au deuxième étage. Donc il fallait aussi que ce soit mobile il faut se détacher de la vérité pour revenir à une information plus centrée. Et après, d'autres réseaux se forment et permettent de monter encore d'un Mhm. étage. Donc c'est le côté masse et mouvement de masse. Et en même temps, il ne faut pas rester bloqué sur une vérité et être dans le mouvement. Et s'il y a des connexions à d'autres groupes qui se font pour aider à remonter en conscience, c'est important de ne pas être figé dans une information. Est-ce que dépolariser notre perception du monde, c'est le chemin vers finalement cet absolu? Ouais, Oui, c'est un des chemins. alors c'est dépolarisé qui va permettre d'unifier. En fait, ça permet de passer, ce qui s'est passé, de passer au-delà des frontières et des cultures, parce que ça a été un point commun entre humains et non pas entre cultures. Et ça a permis d'unifier beaucoup plus d'humains sur Terre. Vas-y, Julie. Toujours ce schéma mondial avec le mot vérité au-dessus et que l'idéal en fait c'est que chacun se retrouve avec sa propre bulle au-dessus de chez toi, de chez soi, non pas de chez toi, au-dessus de soi, et que ça ne forme plus ce mot-là, mais que ça forme une multitude de petites bulles individuelles qui est montée suffisamment haut pour aller à droite, à gauche et rentrer dans le mouvement de l'information.
Rentrer dans le mouvement de l'information. Et justement, quand on est dans notre société là, et qu'on rentre dans l'information, on a forcément une perception de l'information, pas toute l'information. Et très souvent, voire tout le temps, on finit par en faire une vérité. Et on y est encore dans ce schéma-là qui finalement nous oppose, font que nous sommes pour, contre. Ça me montre qu'en fait, dans le traitement de l'information, déjà, c'est le côté limitant de notre cerveau. Okay. Dans la capacité d'accueillir et de gérer l'information. Alors, qu'est-ce qui ferait maintenant que justement les humains passent d'une perception binaire, polarisée, tout ce qu'on veut, à un champ de perception bien plus grand qui permet justement cet accueil de tout un tas d'informations, parfois contradictoires et pourtant considérées comme justes. Ce qui s'appelle la tétravalence. On me montre en fait un schéma de retour, de sortir de la globalisation. C'est-à-dire en tant qu'individu sur Terre, ouvrir son champ à toutes les informations de tous les peuples, de tout sur Terre. C'est la question qui est posée. Est-ce que c'est vraiment indispensable à tout le monde d'être branché en vraiment niveau information médiatique sur tout ce qui peut se passer sur Terre? Et on me remonte que le chemin qui serait peut-être à suivre, c'est le chemin inverse, de se recentrer sur soi pour ensuite englober progressivement son propre environnement. Et quand on se connecte à un plan global de la Terre, c'est comme si on s'extrayait de sa propre énergie, de son propre fonctionnement d'environnement, parce que notre intention était portée ailleurs. Alors que si on revient à l'essentiel et à ce qui est notre vie, dans la matière, pas dans l'information hypothétique de ce qui se passe ailleurs, c'est là où on construit quelque chose de solide et quelque chose d'équilibré. Ok. Mélanie? J'oublie la question. Qu'est-ce qui fait qu'un humain pourrait passer d'une perception duelle à une perception beaucoup plus élargie, où finalement les contradictions sont également toutes justes? Ouais, ça me montre éteindre le cerveau en fait. C'est possible ça? Éteindre le cerveau et la réflexion en permanence en fait, parce que c'est le cerveau est très limitant, et d'être en connexion directe par ses sens et son cœur au champ d'information et à la matrice de vie, aux deux champs d'information. On peut pas éteindre le cerveau, d'autant que le cerveau est un récepteur justement de toutes ces informations. Moi, j'ai plus l'impression qu'il faille booster plus notre capacité de réception et notre qualité de réception plutôt que d'éteindre la machine. Et d'ailleurs, mais en fait, ouais. Quand tu parles tu parles de clairsentience, clairaudience et tout ça? Non, en fait, j'avais justement dans la tête une session qu'on a fait avec Julie, où elle parlait d'un corps mental 3.0, c'est-à-dire d'un corps mental qui a évolué. Et donc, évidemment, dans ses perceptions, ce corps mental se transformait en fait se mettait donc au service du ressenti, et en même temps avait une capacité d'analyse de tout ce qu'il percevait et de tout ce qu'il captait, et dans le visible et dans l'invisible, pour pouvoir finalement être capable, que l'individu soit capable de ressentir avec tous ses sens. En fait, ce que dit Mélanie sur éteindre le cerveau, c'est éteindre les informations qui arrivent directement par le cerveau, donc par des médias extérieurs.
Et à partir du moment où on coupe déjà ces informations pré-mâchées et digérées, ça met le cerveau en pause, vraiment le cérébral, et ça oblige à se recentrer sur son environnement et sur soi, et donc sur sa propre capacité à capter les informations essentielles pour soi. Et peut-être que l'information essentielle pour soi, c'est pas de savoir qu'il y a eu des inondations et des morts à l'autre bout de la Terre, mais c'est de ressentir ce qu'il y a dans son environnement direct, de ressentir que peut-être il faut aller marcher dans un endroit précis de son environnement pour y apporter quelque chose et pouvoir agir directement en développant ses propres sens et ses propres outils pour capter l'information qui est utile et essentielle. Qu'on en revient toujours à la même chose, recentrage sur soi pour capter finalement notre petit bout de vérité, de réalité. Ok. Donc de réalité. Donc de réalité, exact. Est-ce que vous avez des infos, des dernières infos concernant ce sujet? Moi, j'ai fini de vous poser mes questions. Oui, c'est bon. Mm-hmm. C'est ça, c'est pour reprendre ce que tu as dit, c'est la réalité apparaît quand on arrête de chercher la vérité à l'extérieur. Mm-hmm. Donc moi, ce que je voyais, c'est le schéma décrit donc avec le cerveau. Le cerveau je vois en fait, qui est sur un plan pour traiter les informations reçues et sociétales et dire les informations courantes. Et en même temps qui ne prédomine pas sur tout ce qui va être les sens développés. C'est pour ça que je te demandais si c'était que tu parlais de clairsentience, de clairaudience, parce que c'est déjà ça, en fait, d'avoir cette capacité à être connecté dans son instant et son environnement. C'est avoir une clairsentience donc de tous ces sens déjà développés, sans forcément que ces sens développés soient allés chercher sur des mondes invisibles, mais c'est déjà des sens développés qui passent pas par la gestion cérébrale des informations. Ok. Alors si j'ai quand même une dernière question, est-ce que vous pourriez avoir l'info pour savoir si, en regardant l'humanité, beaucoup, peu, moyennement, certaines personnes ont accès déjà à cette vision élargie, à cette extraction de cette perception duelle et donc fausse de la réalité. Je scanne la map monde. C'est comme si ça dépendait des lieux géographiques, mais comment dire, pas forcément des continents, mais il y a des endroits où c'est très condensé le nombre de personnes en capacité, et d'autres personnes où c'est beaucoup plus diffus, comme si en fonction de la densité de population, ça pouvait avoir un impact. Alors, est-ce que tu pourrais justement regarder là où il y a une forte densité de personnes qui sont capables de transcender ces perceptions duelles? Ce qui est étonnant, c'est que ça, comme si ça m'a amené sur les villes. Après, c'est un peu logique vu qu'il y a une densité de population plus importante. Comme si dans les villes, en fait, d'être en hyper concentration de beaucoup de choses, ça avait permis, en fait, comme si une surstimulation avait emmené une partie de la population à vraiment s'en détacher. Mais après, il y a du mouvement, en fait. Comme si ça partait des zones très condensées et que les personnes qui sortent un peu près de conscience après vont peupler les endroits moins denses. Moins denses. Ça crée un mouvement. C'est super de parler positivement des villes en ce moment. C'est bien. Julie, est-ce que tu as quelque chose? Ça me disait juste de plus en plus. De plus façon en plus. Exponentielle. Ok. Dans les villes, en fait, ce qui se passe, c'est que
comme c'est très dense et que souvent les gens ont beaucoup de contacts autour d'eux, ça fait tache d'huile plus rapidement. Et en effet, je les voyais aussi s'extraire chaque fois qu'ils avaient atteint un certain point et s'extrayer de la ville. Très intéressant. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup les filles. Merci Merci Anso.